Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne d'Arcaril. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation du jeu Gloom of Killforce. Voilà, j'ai la boîte ici, le couvercle de la boîte dans ma main. Et donc ce jeu est un jeu signé Tristan Hall, Fantasy Quest Game. Alors là, la version que j'ai entre les mains, c'est une version en anglais. Hein. Tristan Hall, c'est un anglais. Et c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour une durée approximative de 45 minutes par joueur. Alors je vous fais cette petite vidéo de présentation pour deux raisons principales. La première, c'est que moi j'ai eu envie d'acheter ce jeu principalement en fait parce que c'était Tristan Hall qui l'avait créé. Pour la petite histoire, Tristan Hall c'est un joueur passionné de jeux de plateau qui est connu donc sur le site de Board Game Geek sous le pseudonyme de Ninja Dorg. Et Ninja Dorg, j'avais eu l'occasion de le côtoyer il y a quelques années quand j'ai commencé à traduire et à travailler sur des règles alternatives du jeu, enfin des jeux Donjons Dragons système board game. Si vous connaissez ma chaîne, vous avez sans doute eu l'occasion de regarder ça. Et donc il avait créé différentes petites variantes de règles aussi, des cartes supplémentaires qui m'a permis de traduire, donc on était en contact à cette occasion. Et donc il a continué à travailler comme ça de manière amateur sur différents jeux jusqu'à ce que il se dise qu'il avait suffisamment de talent et de choses à raconter pour créer ses propres jeux. Donc il a monté sa boîte et c'est parti. Évidemment, quand on est un joueur, en tout cas d'autant plus un éditeur de jeux tout neuf, tout nouveau, on n'a pas l'appui, on n'a pas forcément les contacts, et pour ce faire, les plateformes de financement participatif sont vraiment excellentes et adaptées. À mon avis, pour ma part, elles sont faites pour ça, pour permettre à des jeunes talents de s'exprimer, ou en tout cas des boîtes qui démarrent de trouver des financements sans lesquels ils ne pourraient pas lancer leur jeu. Donc c'est le cas de Gloom of Killforce. C'est un jeu qui a été financé en 2015 lors d'un Kickstarter qui a bien fonctionné. Le jeu a trouvé son public. Ça a mis un petit peu de temps à démarrer, mais c'est difficile quand on connaît les énormes succès qui existent avec les grosses boîtes de production de se faire une idée sur la réussite ou pas d'une campagne. En tout cas, le jeu a été financé et au-delà de ça, il a même pu débloquer différentes améliorations, des stretch goals qui sont pour le coup tous intégrés dans la boîte. Il n'y a pas de composants exclusifs réservés à ceux uniquement qui auraient backé sur cette première version. Non, ça n'a été que des améliorations, des cartes supplémentaires parfois ou des upgrades de composants du jeu. Et voilà. Alors moi évidemment je fais toujours un parallèle entre ce jeu-là, Gloom of Killforce, et Gloomhaven, que j'affectionne particulièrement, et qui a été financé en même temps, quasiment au même mois, à un mois près, peut-être même le même mois, je ne sais plus trop. Évidemment, comme ils ont tous les deux Gloom dans leur nom, c'est quelque chose qui est fait que j'ai toujours plus ou moins comparé ces deux jeux, même s'ils n'ont pas beaucoup de comparaisons, si ce n'est sur certains éléments du jeu, et puis évidemment sur l'univers du jeu. Alors qu'est-ce que c'est Gloom of Killforce? C'est un jeu d'aventure qui s'apparente à un land crawler, et donc on va interpréter un personnage dans l'univers de l'Heroic Fantasy. Et ce personnage va donc se promener, essayer d'atteindre sa quête personnelle. Dans ce jeu-là, on appelle ça saga. Chaque personnage a une saga. Alors c'est là où il y a un tout petit parallèle avec Gloomhaven, où les personnages de Gloomhaven ont aussi une sorte de quête personnelle à accomplir.
Là c'est le cas aussi. Et à l'issue de l'accomplissement de cette saga qui se passe en 5 chapitres, eh bien, les joueurs peuvent affronter l'ennemi qui essaye de répandre les ténèbres sur le territoire en un combat final. Et ça, là, on se rapproche peut-être un peu des jeux de la gamme Horror Arkham qui finissent généralement par l'affrontement d'un grand ancien. Alors, bien que le jeu soit plutôt dans une gamme Heroic Fantasy assez classique, le final s'apparente un peu à un jeu un peu horrifique puisque les créatures qu'on rencontre sont des seigneurs démons, enfin moi je les vois comme ça. Il y en a 4 possibles dans le jeu et donc on rencontre un des 4 qui est défini dès le début de la partie. Et qui va aussi, selon le grand ancien, enfin j'appelle ça un grand ancien, c'est pas le terme. Le terme c'est un ancien, oui c'est quand même un ancien. Comme quoi il y a quand même des parallèles, ça s'appelle un ancien. Et ils ont leur façon de nous mettre des bâtons dans les roues. On va voir ça un peu plus dans le détail. Donc un Landcrawler de 1 à 4 joueurs avec une composante solo très avancée. Il est très simple à utiliser en solo et très adapté, ça prend pas trop de place. Le jeu s'installe en 5 minutes chrono. Et voilà, il se joue très vite aussi. Et le cœur des règles, quand même assez simple. Il y a 2 autres modes de jeu, c'est le jeu en coopératif et le jeu en confrontation. Alors confrontation, je ne sais pas d'ailleurs si c'est le terme exact. Coopératif, c'est simple, tous les joueurs jouent ensemble, peuvent s'aider quand ils sont dans les mêmes lieux, dans les mêmes espaces, ils peuvent combiner leurs forces et ils doivent affronter pour le coup un ancien chacun. Donc s'il y a 3 joueurs, il y aura 3 anciens à défaire. Voilà. Et le mode de confrontation, là cette fois-ci il n'y a qu'un seul ancien, et celui qui gagne, c'est celui qui le tue le premier, qui devient donc le plus glorieux de tous les héros. Mais là les joueurs ne cèdent pas, et alors j'ai pas trop creusé savoir est-ce qu'ils peuvent vraiment se mettre des bâtons dans les roues plus que ça, je ne sais pas, faut voir. Il n'y a pas tant que ça d'interaction entre les joueurs. Il y en a vraiment en coopératif, en tout cas il y a des interactions possibles. Mais en mode de confrontation, c'est pas forcément dit quoi. Que dire comme ça pour le début, une fois de plus. Donc le jeu est actuellement à nouveau en réimpression de Kickstarter, c'est aussi l'objet de cette vidéo. D'autant plus que la version proposée cette fois-ci, donc évidemment va être augmentée d'add-ons supplémentaires, donc ça c'est sûr, c'est ce qui justifie le fait qu'il y ait une réimpression. Et la deuxième justification, c'est qu'ils vont proposer 2 langues supplémentaires, donc le jeu sera disponible en français et en allemand aussi. Ce qui est une grande chose, une très bonne nouvelle, puisque c'est un jeu d'immersion, d'histoire, et c'est vrai que l'anglais utilisé est de qualité, c'est bien écrit, mais justement, du coup, c'est un peu plus difficile pour vraiment rentrer dedans, être capable de s'immerger. Voilà, ça prend un peu plus de temps de lire les cartes et on n'a souvent pas le temps ou pas le courage de le faire, donc on a tendance à vivre l'aventure de manière un peu superficielle. Et voilà, ça peut devenir vite un jeu plutôt mécanique et où le thème a tendance un peu à disparaître. Je pense que c'est intéressant de pouvoir s'attacher à ces sagas et essayer de les vivre et de se créer sa propre histoire. Le jeu en effet est narratif d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il va vous donner des fils directeurs, mais après toute la création de l'histoire qu'on peut se faire en vivant l'aventure, ça se passe vraiment à l'intérieur de nous. Donc soit on le vit vraiment et on essaye vraiment de mettre du sens dans ce qu'on fait, soit voilà, on vit le jeu de manière assez rapide et relativement mécanique. Et là ça devient un peu plus une sorte de réussite géante quoi. Bon à voir, hein. Après chacun voit sa façon de jouer et ce qu'il aime faire. En tout cas le jeu, il est actuellement en réimpression et en Kickstarter jusqu'à la fin du mois d'octobre 2017. Et voilà. Donc moi je trouve que c'est intéressant de soutenir ce genre de projet parce que justement c'est pas une grosse boîte quoi, qui bien qu'il n'en ait pas besoin utilise la plateforme de Kickstarter pour lancer des gros projets et se gaver. Là c'est vraiment, on est plus face à un petit artisan là, qui propose quelque chose qui lui tient à cœur, où il met beaucoup de cœur.
Il a fait appel à différents artistes aussi pour travailler. Donc une illustratrice. Voilà, là j'ai mis une des cartes. Les illustrations dans le jeu sont fantastiques. Elles sont, enfin, c'est une sorte de goût aussi, hein, mais on ne peut pas renier le travail, la qualité du travail, la qualité de l'éclairage, du dessin. Hein, c'est fantastique. Chaque carte est une petite œuvre d'art. Et elles sont quasi toutes différenciées, elles ont toutes leurs illustrations propres. Donc il y a une richesse, rien que ça déjà en beauté. Et donc là, Tristan a trouvé à s'accompagner de personnes avec beaucoup de talent. Et il propose aussi une bande son avec. Alors, vous entendez peut-être au fond là toute une série de morceaux au piano qui mettent une ambiance, une atmosphère dans le jeu. Ce serait sympa de jouer avec cette bande son derrière. C'est du piano, donc tout de suite il y a un petit côté un peu plus sombre, un peu gothique, un peu romantique plutôt, qui s'installe et moi j'aime bien. Peut-être parce que je suis moi-même joueur de piano, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, voilà, en quelques mots, Gloom of Kill Force. Attention, il ne faut pas que je dise Gloomhaven, ça n'a rien à voir. Et si vous le voulez bien, on va aller un peu plus dans le détail pour savoir comment ça se joue. Et puis je pourrais donner un peu mon avis sur le jeu, voire sans doute faire une petite partie en solo pour montrer comment ça se passe. Alors, le jeu et les composants du jeu. C'est principalement un jeu de cartes. Vous pouvez le voir. Il y a déjà la grille du terrain. Il y a 25 zones, donc 5 colonnes et 5 lignes, avec un territoire central qui est la capitale. Alors la capitale, est-ce qu'on va voir un peu ce que je montre là? Ouais. Donc ça c'est la cité du Sprawl. C'est là où commencent les héros. C'est un lieu où il ne peut pas avoir de rencontres négatives et c'est un lieu où on peut le voir en bas, les héros peuvent faire une action de marché, c'est-à-dire soit se guérir, soit acheter des objets, différents types de récompenses. Donc les héros commencent ici et vont pouvoir se déplacer et aller visiter les différents lieux. Il y a 4 types de lieux. Les plaines, avec ici les cartes événements des plaines qui sont à disposition, donc on a une petite série intéressante. Les règles sont assez simples. Les règles sont assez simples. Il y a les Badlands, donc qui sont, on va dire, un peu les marais, les montagnes, il y a un petit côté Seigneur des Anneaux là, avec les 2 statues, et puis la forêt. Alors Tristan Hall ne s'en cache pas, il a plein d'influences dans ce jeu. Alors, Seigneur des Anneaux évidemment, mais Donjons Dragons bien sûr, vous allez voir dans les classes de personnages et les races qui sont proposées, ou d'autres influences comme Horror Arkham, on en a parlé, ou des jeux comme, comment ça s'appelle déjà, comme Talisman. Alors, donc des lieux, chaque fois qu'on va dans un lieu, s'il n'y a pas de carte événement déjà sur la carte, on pioche un événement qui correspond au lieu. Voilà. Et ici, on a les récompenses possibles des actions qu'on peut faire, des combats, enfin bon, bref. Il y a des sorts, ils sont là. Des sorts. Des objets. Évidemment, j'en profite pour vous montrer les illustrations. Déjà l'illustration des d'autres cartes. Ça, ce sont des alliés.
des titres. Voilà. Déjà, on a une grosse partie des cartes qui sont là. Après, on a les cartes, on va dire, négatives, celles qui vont influencer le jeu de manière négative. On a les cartes de nuit. Alors, les cartes de nuit, parce que le jeu, du coup, se joue en 24 tours. Et donc 24 jours, en fait. Pendant le jour, les joueurs vont avancer, se déplacer, faire des actions. Et la nuit, on tire une pioche, une carte nuit du paquet. Et on applique ce qui se passe. À chaque fois, un des terrains tiré au hasard, sélectionné par la carte, va sombrer dans les ténèbres. Donc on la retourne. Et il y a une version un peu plus grisée qui intervient. Je vais vous montrer un terrain, par exemple. Donc ça, Green Meadows, donc c'est une plaine, les bleus c'est des plaines, et donc elle peut très bien plonger dans les ténèbres, dans le gloom, et c'est une version un peu plus grisée. Alors, ils n'ont pas trop forcé sur les contrastes, sur le changement de contraste, c'est peut-être un peu dommage, je pense que ça aurait été pas mal qu'elles soient un peu plus marquées. Parfois on ne voit pas trop la différence. Sinon, le petit symbole -1 qui veut dire que quand on finit son jour sur un espace comme ça qui est maudit, eh bien le héros va perdre une vie. Il ne veut pas faire le point apparemment. Ok, on n'insiste pas trop. Voilà. Et en gros, une fois que les 24 terrains sont transformés en ténèbres, bah, le jeu se termine. Si l'ancien n'a pas été vaincu entre-temps, eh bien c'est fini, basta, on a perdu. Donc il y a ces cartes nuit. Et sinon, il y a les cartes qui sont liées aux anciens. Donc au début de la partie, il faut sélectionner soit au hasard, soit au choix, un des anciens. En fait, c'est plutôt ces cartes-là. Oui, c'est ces cartes-là. Les cartes des anciens. Voilà. Je monte un peu la tronche des bonhommes. Hein, tout de suite, c'est tout de suite beaucoup plus horrifique. On est un peu moins dans l'heroic fantasy, on va dire, classique. Donc là, c'était le Deacon of Betrayal, l'Abbess of Penance, Marquis of Pain et le Prince de la Ruine, Prince of Ruin. Voilà. Avec chacun des anciens vient une carte d'habilité particulière, voilà, qui indique en gros ce qui va se passer dans le jeu. Une partie qui correspond au combat contre l'ancien en question, et une partie qui correspond à ce qui se passe pendant la nuit. Et dernière carte qui correspond à l'action maléfique du jeu, les cartes de complot, plot, qui sont d'un certain nombre. Chaque ancien a son petit deck personnel de plot. Et elles vont, ces complots vont se mettre à certains endroits du terrain, et plus elles vont rester en place longtemps, surtout si elles sont en place à la fin quand le combat commence contre l'ancien, et généralement elles lui donnent des capacités supplémentaires. Donc c'est pas mal de s'en débarrasser si on peut. Mais évidemment ça a un coût. Voilà pour les cartes des lieux, les cartes des récompenses, les cartes maléfiques. Et maintenant, les dernières cartes à voir, ce sont les cartes des héros. Comment on constitue un héros? Donc on a une série de races. Une série de races. Donc elles sont masculines ou féminines. Donc on a le demi-elfe. C'est très très classique de Donjons et Dragons, ça notamment. Hein. Je ne sais pas s'il y a d'autres jeux de rôle où il y a des demi-elfes aussi. Donc croisement entre un elfe et un nain. On a l'elfe. On a le nain.
Hein, on est vraiment dans du classique. Hein. Ne pas chercher avec ce jeu-là une grande originalité au niveau de l'univers. Un elfe noir, un dark elf, un demi-démon. Ah, je vous rappelle que c'est masculine ou féminine. Hein. Un vampire, c'est assez rigolo, on peut même jouer un vampire. Et un orc. Voilà, on a fait le tour des différentes races. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 races. Et après, on a les cartes qui correspondent aux classes du personnage. Donc c'est la profession du héros. Et là, on a chaman, rôdeur, prêtre, mage de guerre, guerrier, assassin. Et magicien. Et roublard. Voilà. Donc, comment c'est-il que ça se joue, ce petit jeu? Alors, c'est un jeu à base de tests. Tout est à base de tests. Et les tests sont tous avec des dés à 6 faces. Donc, on a une série de dés mis à disposition. Pour passer ces tests, eh ben, les héros ont des caractéristiques. Donc, je vais reprendre, on va prendre un orc chaman. Je choisis ma race. Je choisis ma classe. Et on a les caractéristiques du personnage. Donc, le rouge, c'est les capacités de combat. Ça ne sert que dans les tests d'affrontement de combat. En violet, c'est le savoir. En vert, c'est la discrétion, la ruse. Et en bleu, c'est l'influence. Chaque race a un pouvoir aussi, qui lui est propre. Lui, par exemple, il a +1 à tous ses attributs, à tous ses tests, quand il fait un test contre un humanoïde. Et le chaman aussi, généralement, enfin chaque classe, la plupart des classes, ont aussi une petite capacité. Hop là, voilà, on y arrive. Chaman. Alors, il fait partie de la famille des pious, des pieux, quoi. Hein. Comme le prêtre, notamment, j'imagine. Alors, son pouvoir, veille, ça veut dire que le pouvoir, s'il l'utilise, il engage la carte. Engager, c'est-à-dire qu'on va, hop, la taper comme ça, et on pourra l'utiliser donc une seule fois, jusqu'à ce qu'il se repose la nuit. Et donc, il gagne un point d'action de repos. Voilà. Le chaman. Donc, une fois qu'on a nos caractéristiques, eh bien, on va se promener sur le terrain et tomber sur différents types de rencontres. Alors, il y a 4 types de rencontres, si je ne m'abuse. On a des étrangers, donc ce sont des personnages neutres. Je vais essayer d'en trouver un. Voilà, j'en ai un ermite par exemple là. Un étranger, c'est marqué ici. Étranger neutre, Badlands, c'est d'où il vient. Et donc, il nous donne différentes capacités. Le rouge, c'est seulement si on choisit de le combattre. Parce qu'on peut très bien dire, moi, je n'ai pas envie de causer, je vais le tuer, ça ne m'intéresse pas. Dans ces cas-là, l'étranger devient un ennemi. On a toujours possibilité de le fuir, de l'éviter. Hein. Et il y a la caractéristique qu'il faut battre pour réussir à le vaincre, entre guillemets le vaincre, sans avoir besoin de le taper. Donc c'est souvent avec l'influence, mais pas forcément. Donc là, ben voilà, il faut que je fasse 5 succès d'influence. Donc je vais lancer autant de dés que j'ai d'influence. Par exemple, mon chaman orc, il n'a que 2 dés. Par réussite,
je mets un petit marqueur. Et si j'atteins 5 réussites avant la fin de la journée, je remporte la carte. Si je réussis à n'en avoir que 4 et que la nuit tombe, le lendemain, il faut recommencer à 0. Après, le jeu fonctionne avec des mots-clés. Les mots-clés sont très très importants dans le jeu. Et je vais vous expliquer pourquoi, notamment avec les sagas. Enfin, je vais peut-être finir d'abord le type de carte et puis je reviendrai dessus après. Donc je vous ai dit, il y a les étrangers, il y a les endroits, place, mais c'est le même principe. On a aussi différents tests pour les explorer. Donc là, c'est une sorte d'île apparemment, avec une grande statue. Donc on peut faire 5 de savoir, ou 3 de discrétion, exploration, ou 3 de persuasion. Voilà. Si on réussit à faire ça avant la fin de la journée, la carte nous revient. Et éventuellement, là, il y a un trophée, donc on gagne un truc supplémentaire, on se guérit d'un point de vie. On a le droit de faire une action gratuite de marché. Donc les lieux, les étrangers, les quêtes, pareil, les endroits, les différents endroits peuvent nous fournir des quêtes. Là c'est Detain Prisoner, donc ça veut dire retenir un prisonnier. Et là pour réussir, il faut faire un test de 3 en connaissance. Si on réussit, la carte nous revient, on a réussi la mission, et on a des récompenses. Je reviendrai sur les systèmes de récompenses. Donc les quêtes, les objets, les lieux, et puis sinon, ça va être... alors il y a des événements aussi, les événements c'est juste voilà, un événement qui s'applique quand on rencontre une carte rencontre, et puis voilà, elle reste pas en jeu. Et puis sinon il y a les ennemis. Les ennemis, je sais d'en trouver un, voilà. Un orque noir par exemple, Black Orc. Donc celui-là, ce n'est que au combat. Ainsi il apparaît, il nous attaque, et voilà. Donc c'est bien marqué ennemi dessus, on a ses points de vie ici. On peut l'éviter sur une réussite de 1 de discrétion, et sinon combat 4. Quoi. Éventuellement il a des pouvoirs, là on voit qu'il nous fait un piège, qui nous oblige à payer une pièce d'or. Mais c'est toujours pareil, à partir du moment où il y a un événement en jeu, une carte événement, un monstre, un ennemi, etc., un étranger, pour le passer, il faut faire des tests qui correspondent à nos aptitudes, sachant que c'est comme dans Horror Arcane, on fait des réussites sur 5 ou 6. Là, j'ai 3 réussites. Je reviendrai sur le hasard après. Et donc, je vais m'intéresser maintenant aux différentes sagas qui existent. Alors le jeu fournit tout un nombre de sagas assez intéressant qui se compose de 3 cartes. Je prends la première, Assassiner un seigneur. Donc ça commence par le chapitre 1. Il y a un petit texte qui va mettre un peu dans l'ambiance. Donc bon voilà, alors, évidemment il est en anglais, hein, donc c'est compréhensible, mais ça peut freiner certaines personnes. Et donc après, ce qui est intéressant, c'est comment on fait pour avancer la saga, passer au chapitre suivant. On voit, c'est marqué, c'est le cas pour tout le monde, pour compléter la saga, il faut payer 5 pièces d'or et faire une action de régal, je ne sais pas comment ça peut se traduire en français, peu importe. Et il faut des mots-clés. Je reviens sur les histoires d'importance de mots-clés. Sur celui-là, c'est marqué qu'il faut une forêt, une montagne, et si on joue à 1 ou 2 joueurs, il faut aussi un lieu, une place. À partir du moment où j'ai ces 3 mots-clés, eh bien, c'est que j'ai remporté suffisamment de cartes événements, j'ai rencontré des gens, j'ai visité une forêt, ça m'a donné des indices, et c'est là où c'est à nous de nous raconter notre petite histoire. Et là, on peut passer au chapitre suivant. Chapitre suivant. À nouveau un petit fleuve qui nous amène, qui continue l'histoire de notre quête, et à nouveau des mots-clés qu'il faut obtenir. Et on finit généralement par un événement final à affronter avec une récompense. Donc chaque joueur commence avec une saga. Alors le jeu nous propose des sagas dédiées aux classes, mais on peut très bien les tirer au hasard et les jouer comme ça. Alors comment on fait pour détenir un mot-clé? Alors pour ça, je vais vous expliquer
un peu comment se passe l'espace de jeu d'un joueur, de quoi il est composé. Je vais resserrer un tout petit peu le territoire là, pour avoir un petit peu de place ici en bas. Hop, pardon, excusez-moi. Donc ça c'est les Badlands, je le remets ici. Je vais revenir sur les personnages. Donc je reviens sur mon orc chaman. Donc dans l'installation du jeu, on donne autant de points de vie qu'a le personnage, donc c'est 4. Hop, 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 hop. On commence aussi la quête, l'aventure, avec 4 points de destin. Ce sont des jokers. Ça permet de faire des réussites, même si on ne réussit pas à en faire. Et on commence aussi avec une rumeur en main. Une rumeur d'un objet. Enfin d'un objet, d'une récompense. Donc c'est soit sort, soit objet, soit allié, soit titre. Par exemple, moi je sais que ça m'intéresse peut-être de booster, on va dire, je sais pas moi, booster mon influence. Peut-être qu'un allié c'est mieux. Donc en début de quête, on pioche 2 cartes alliées. Et on en choisit une. Alors là, il y en a un qui donne plus 1 au combat, et un autre qui donne plus 1 au combat et plus 1 en influence. Donc ça m'intéresse pas mal. On va dire que je garde celui-là. L'autre, il va se remélanger dans le paquet. Et donc cette carte-là, elle est en main. Voilà, on la garde en main. C'est pas une carte qu'on pose sur l'aire de jeu. C'est une rumeur. On sait qu'il y a un pirate, là, swashbuckler, je ne sais plus comment on traduit ça, un pirate ou un... Ouais, c'est ça, c'est une sorte de pirate ou un... Ah, je ne trouve pas le mot, c'est pas grave, qui se situe ici, au Hidden Woods. Donc, Hidden Woods, c'est juste là. Alors là, on ne voit pas, je vais remettre un petit... Hop. Le Hidden Woods, c'est juste en dessous la capitale. Donc il suffit simplement que je me déplace ici. Et alors s'il y a un combat, il doit se faire. Mais après, pour une action, je peux recruter cet allié. Dans ces cas-là, il se transforme. Il n'est plus une rumeur que j'ai en main. Je le pose sur le plateau, enfin sur la table. Et ça devient un atout qui est en jeu. Et là, il s'applique vraiment sur mes caractéristiques. Tant qu'il est en main, la seule chose qui m'intéresse, ce sont les mots-clés. Donc lui, il est martial et allié. Parfois, certaines sagas me demandent d'avoir un mot-clé allié. Donc simplement le fait de l'avoir en main, ça peut me permettre de remporter ma saga. S'il est sur la table, donc j'ai un allié sur la table, il y a le mot-clé allié, il peut aussi me servir pour accomplir ma saga. Dans les deux positions, que ce soit en main en tant que rumeur ou sur le terrain en tant que vraiment concrètement une carte qui va m'aider, ça peut m'aider à remplir ma saga. Mais les mots-clés sont importants. Voilà. Et donc, on a cette main remplie de rumeurs qui va se remplir petit à petit, jusqu'à un maximum de 6 rumeurs. Ici, un maximum de 6 atouts, sachant qu'il ne faut pas avoir des atouts qui ont le même mot-clé. Par exemple, là j'ai un allié martial, je ne pourrais pas avoir 2 alliés martiaux. Là, le deuxième qu'on avait tiré, c'était un gladiateur. Donc lui, on voit qu'il a le mot-clé allié et martial aussi, donc je ne peux pas avoir les deux. Je peux avoir 2 alliés, mais pas 2 alliés avec le mot-clé martial. Donc 6 ici, 6 dans la main. Et sinon, on a aussi la possibilité d'avoir dans notre besace, sac à dos, comme vous voulez, des jetons de loot qu'on tire à certains moments dans le jeu. On peut pareil en avoir que 6 maximum. Voilà. Donc la création des personnages, on a fait à peu près le tour. On commence aussi avec un jeton d'or. Alors au niveau composant, les jetons qui sont là sont tous des petits jetons en bois.
type un peu Eurogame. Alors, on est en Europe, hein, évidemment, hein, Tristan Hall c'est en anglais, et donc on a quand même des composants qui sont de cet ordre-là. Alors comment classer le jeu? Est-ce que c'est de l'Eurogame, de l'Eurotrash, oui, de l'Eurotrash, ou de... Bon, moi je dirais plutôt Eurotrash, dans le sens où il y a une forte présence de hasard. Peut-être un peu trop d'ailleurs. On n'a pas forcément énormément de prise sur ce qui va se passer. En tout cas, si on n'a pas de chance au dé, on n'a que 4 petits jetons pour s'en sortir, mais bon. Bon voilà, on peut aimer. Hein. Mais après, au niveau, il y a quand même une mécanique qui est assez prégnante et qui fait que on est moins immergé que dans un vrai Ameritrash, quoi. On peut quand même, hein, mais voilà, je pense que c'est plutôt de cette famille-là, des Eurotrash. Donc, toc, notre carte elle est en main, hein, pour l'instant. Et là, on a la saga. Par exemple, assassiner le seigneur. On sait le nombre de mots-clés qu'il faut. Et là, on est prêt à partir. On est prêt à démarrer l'histoire. Voilà donc pour une petite présentation succincte du jeu. Voilà Gloom of Killforce, en tout cas dans les grandes lignes. Que peut-on dire sur ce jeu, en plus de ce que j'ai pu raconter? Il y a quelques petites fautes dans le jeu, bon, notamment au niveau des... Alors je vais pas montrer tous les composants, mais il y a ces petits cartons durs là, qui servent à représenter les personnages. Et donc il y en a une série, 2 par classe. Donc on peut avoir de guerriers, de machin, de voleurs, tout ça, si on veut. Le petit hic, c'est en termes d'immersion, une fois de plus, parce que en fait, il représente les classes, mais il ne représente pas les races. Donc par exemple, si je joue un guerrier orc, je suis obligé de jouer avec ça. Ça ne correspond pas vraiment à l'image que je me fais d'un orc, même une fille orc. Ce qui fait que, bon, on joue plutôt avec des petites figurines, des petits proxys pour être un peu plus dans l'ambiance. Un peu dommage qu'il ait fait ce choix-là, Tristan. Je ne sais pas pourquoi. Il aurait peut-être fallu plutôt choisir par rapport à la race, je trouve que ça aurait été mieux que par rapport à la classe. Mais dans le reprint du Kickstarter de ce mois-ci, il y a une option qui est une option d'amélioration du jeu, mais en termes de qualité des composants. Par exemple, il propose des cartes de terrain en format carte de tarot, donc pour avoir des plus grandes illustrations. Et c'est vrai que c'est pas mal parce qu'on pose des cartes dessus pour simuler que tel événement se situe bien à cet endroit-là. Et bon, rapidement, on ne voit plus trop forcément les cartes qui sont en dessous. Et donc pour un confort visuel et pour plus de plaisir, c'est pas mal d'avoir des cartes un peu plus grandes. Et il propose aussi donc des petits cartons comme ça pour les personnages de tous les genres de personnages, avec toutes les races, etc. Donc on va être un peu plus raccord, je trouve, en termes d'immersion. Ça, c'était juste petite faute un peu étrange. J'avais d'ailleurs du mal à me dire mais à quoi ça sert ces jeux. J'arrivais même pas à savoir à quoi ça correspondait. Je me disais mais c'est pour faire quoi? Ah oui, d'accord, c'est pour présenter les héros dans le jeu. Bon, ok. Sinon, franchement, au niveau qualité des composants, c'est très chouette. Vous avez vu un tout petit peu quelques illustrations, mais il y en a pléthore et il y a vraiment du plaisir à les regarder. Donc au niveau qualité des composants, c'est bien. Les petits jetons en bois, ils sont très propres, pas de souci. On a beaucoup de jetons loot qui sont fournis dans un petit sac, presque trop, le sac est presque trop petit. Donc il y a de la variété, il n'y a pas de souci. Il manque un tout petit peu de variété par contre au niveau des cartes nuit. Cartes nuit, il y en a donc une par région. Voilà, elles permettent donc de faire sombrer une des régions dans la nuit. Et elles ont un événement particulier. Mais du coup, bah, c'est toujours le même. C'est toujours le même, et c'est un tout petit peu dommage.
peut-être, alors je sais pas si c'est prévu une amélioration à ce niveau-là, mais d'en avoir 2 ou 3 pour chaque lieu, ça aurait été sympa. Ça aurait permis d'avoir un petit peu plus de variété dans le jeu. Là en fait, j'imagine que quand on connaît bien le jeu, on sait qu'à tel endroit il va se passer tel truc, avec l'apparition d'un monstre à tel endroit, ou l'apparition d'un allié à tel autre. Après, évidemment, on ne sait pas à quel moment ça va apparaître, parce que c'est complètement aléatoire. Mais bon, il y a ce petit côté-là, je trouve un tout petit peu léger. Sinon, pour le reste, il y a de la variété dans les personnages, dans les races, dans les différents atouts qu'on peut choper, les sorts, les objets, les alliés, les titres. Les titres, c'est assez sympa, c'est assez original. On peut être shérif, on peut être, je sais pas, un seigneur d'une cité, on peut avoir le titre, je sais pas, d'abbé, de gardien des ténèbres, enfin, il y a plein de trucs sympas qui apportent des capacités supplémentaires à votre personnage. Donc au niveau des composants, je vous ai dit un peu les petits trucs qui me gênaient. Après, je vous ai dit, et j'insiste bien sur la qualité graphique du jeu. Voilà. Après, maintenant, on va parler un tout petit peu de l'ambiance et du gameplay, sachant que je reviendrai dessus un peu plus avec la partie. C'est un jeu donc assez classique et assez simple dans la mécanique de jeu. Alors c'est bien, ça s'apprend très vite, très facilement, ça s'installe très vite. On est vraiment dans un jeu de difficulté, difficulté de prise en main plutôt simple, et de mécanique et de prise en main des règles assez simple aussi. Après, le jeu est dur, le jeu est assez difficile puisqu'il y a une grosse part de hasard et que nos héros, surtout quand ils commencent, n'ont pas beaucoup d'action. Hein, on a en fait autant de points d'action qu'on a de points de vie. Hop là. Donc on a autant de... En fait, quand on démarre une journée, on récupère des points d'action et on en récupère autant qu'on a de points de vie. Voilà. Donc au début de la journée, par exemple, mon personnage il commence avec 4 actions. Un déplacement, c'est une action. Une épreuve pour, par exemple, recruter un étranger, c'est une action aussi. Voilà. Si je fais un combat, je peux vite perdre des points de vie puisque mes adversaires ont des grandes chances, peuvent lancer un paquet de dés, et sur des 5 ou des 6, ils vont m'enlever des points de vie. Moi, j'en ai que 4. Par exemple, là, pouf, j'ai lancé 3 dés, j'ai fait 5 ou 6. Qu'est-ce qui se passe? Je perds 2 vies, parce qu'il y a 2 réussites de l'ennemi, et je perds autant de points d'action que j'ai perdu de vie. Voilà. Donc là, dans cette situation-là, bon, le combat se continue, ou je fuis éventuellement, mais en gros, ma journée va se terminer, je ne vais plus pouvoir faire d'action. Donc on peut vite être limité si on n'a pas trop de chance au dé, et vite se retrouver bloqué. Alors, là, sans doute qu'il y a des solutions pour ça, peut-être aller chercher du côté des variantes de jeu. Pour l'instant, je ferai une partie selon les règles, vraiment pour montrer comment ça marche. Après, je vous proposerai peut-être des petits changements. J'utiliserai juste une variante, mais qui est proposée dans le jeu, c'est au niveau des changements de saga, de chapitres de saga. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit que pour compléter une saga, il fallait 5 pièces d'or et une action de régal. Dans la variante, il propose en fait de payer 2 pièces d'or par chapitre. Donc, le chapitre 1, il faut payer 2, chapitre 2, il faut payer 4, chapitre 3, il faut payer 6. Voilà. Ce qui est intéressant parce que ça permet sans doute de démarrer un peu plus vite. Et une fois que le personnage a changé de chapitre, c'est là où il monte de niveau, il va gagner des capacités supplémentaires. À ce stade, je n'ai pas parlé de ça. Les héros ont des habilités. Il y a des petites cartes en fait, des mini-cartes qui correspondent à des habilités qu'ils chopent à partir du moment où ils montent de niveau. Il y a un choix, il y a des habilités de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3, de niveau 4, et donc ça donne des pouvoirs supplémentaires au personnage. Donc c'est vrai que quand on a monté 1 ou 2 niveaux, on a un peu plus de points de vie, donc plus d'action, donc on est un peu plus... Le début est rude, quoi. Le début est rude. Donc je ne sais plus pourquoi je disais ça exactement. Oui, sinon que le jeu donc, est difficile, mais surtout difficile au niveau du
jeu en lui-même, quoi. Par contre, voilà, de récupérer de jouer avec le jeu, d'appréhender les règles, ça reste vraiment à portée de tous. À partir du moment où quelqu'un s'est tapé les règles en anglais, ou s'il récupère le jeu en français, puisqu'il va sortir en français donc l'année prochaine. Donc, passer ce cap-là, il faut s'investir dans le jeu, ça nécessite une immersion du personnage. Le jeu ne va pas venir vers vous, c'est à vous d'aller un peu vers le jeu, ce qui sera donc sans doute grandement facilité par un jeu en français aussi. À l'heure actuelle, moi, j'y ai joué et rapidement, je ne faisais plus trop gaffe à pourquoi je faisais les choses, mais je cherchais les mots-clés, je faisais les mots-clés, je faisais mon petit puzzle de mots-clés, et puis voilà, quoi. Et au final, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, pourquoi on a fait ça, voilà. Le côté histoire qu'on se raconte, du coup, passe un peu en second plan. Ce qui fait qu'on est un peu moins dans, on va dire, ce que proposait de l'Améritrash. Généralement, on met plus le thème en avant, et éventuellement la narration en avant, quoi. Voilà. Bon, c'est un jeu plaisant à jouer, hein, pas de souci. Ça reste un petit jeu, mais voilà, où on peut l'installer rapidement, jouer rapidement et initier des joueurs qui n'ont pas forcément des connaissances en jeu en général, on peut les initier assez facilement. Et puis il y a plein de combinaisons possibles avec les personnages et les races, donc faut voir. Faut essayer à plusieurs, je pense qu'à plusieurs c'est peut-être plus fun. En termes d'immersion, c'est plus facile quand on est à deux, on va interagir, on va s'envoyer des vannes et tout ça. En solo, on peut avoir tendance rapidement à rester plus dans la mécanique et être moins dans l'histoire. Ce sera sans doute différent, je le rajoute, avec une version en français. Voilà, je m'arrête là pour cette vidéo. À suivre une partie de Gloom of Killforce, comme ça vous aurez une idée de la durée d'une partie. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la suite de Gloom of Killforce ou autre chose, les sessions live de Gloomhaven ou les sessions live de Castle Ravenloft par exemple. A bientôt, ciao tout le monde.